Bonsoir à tous, bienvenue sur Autocassette pour ce Face à la presse consacré aux équipementiers automobiles. Bonsoir Jacques Mauge. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de la FIEV, la Fédération des industries des équipements pour véhicules. C'est une filière industrielle en pleine santé, emblématique de tout ce qui marche dans l'industrie automobile, à l'image de ces deux grandes marques internationales que sont Valeo et Faurecia, deux entreprises que vous connaissez bien pour avoir accompagné leur développement. Alors la FIEV, c'est une chose, mais vous êtes également le président d'Equipauto, le salon international de l'après-vente automobile et des services pour la mobilité. Equipauto qui se tiendra du 17 au 21 octobre prochain, porte de Versailles à Paris. De grands exposants reviennent et peut-être un jour y verrons-nous les exposants du CES de Las Vegas qui travaillent sur la mobilité et sur l'automobile de demain. Alors on le voit, les sujets ne manquent pas. Pour vous interroger, Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Laurent Meillot. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Ingénieur de l'automobile. Christophe Bourou d'RTL. Bonsoir. Bonsoir. Et puis mon camarade Jean-Luc Moreau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. RMC et le magazine Automoto. Alors pour ouvrir la discussion, je voudrais d'abord vous demander quels sont selon vous les grands défis qui attendent les équipementiers dans les 5 ans qui viennent. Alors on vit en ce moment une époque formidable qui est de développement technologique tout azimut. On n'a jamais connu ça. On a été pendant de longues années dans l'amélioration des technologies qui régissaient l'automobile. On était dans une amélioration continue. Et là, on est dans plusieurs types de ruptures, notamment au niveau des motorisations qui changent fondamentalement, l'appréhension du véhicule dans son environnement, dans son écosystème, le véhicule autonome, le véhicule connecté, et ensuite la numérisation de notre économie. Donc les évolutions sont plus proches de la rupture que de l'évolution progressive. C'est donc un bouleversement incroyable qui est source de risques et d'opportunités. Voilà. Et la FIEV accompagne tout cela ? Absolument. Donc c'est notre rôle de comprendre au mieux ces évolutions et de les expliquer au fur et à mesure qu'on les comprend nous-mêmes. Donc on est aux avant-postes avec nos adhérents, avec nos clients, pour un peu mieux comprendre, et beaucoup d'autres acteurs, pour bien comprendre ces évolutions et de les mettre en évidence auprès de toute la filière. Alors, vous voyez, une filière, c'est composé de grands équipementiers, de rang 1, et parmi les rangs 1, il y a des grands, des moyens, des petits. Il y a des petits rangs 1, ensuite il y a des rangs 2, des rangs 3, des rangs N. Donc nous, on est à un poste de visibilité forte sur la filière, comme les grands équipementiers, à nous de faire une espèce de synthèse de ce qui se passe et de la répercuter sur tous ces éléments successifs de la filière. Jean-Michel Normand. Oui, vous êtes le fer de lance de l'évolution technologique de l'automobile, ce qui vous place dans une situation un peu nouvelle par rapport aux têtes de gondole, si j'ose dire, que sont les constructeurs automobiles. Comment vous vivez ça ? Est-ce que vous n'avez pas de temps en temps l'impression d'être un peu sous-évalué, de ne pas être assez visible, justement ? Comment ça se passe, vos rapports avec les constructeurs automobiles ? Alors, on n'a pas ce sentiment de sous-évaluation parce que notre statut a beaucoup évolué. Hein. Par nature, nous sommes des gens discrets. Je dirais presque que nos marques ne sont pas connues, à part si on est un acteur fort de l'après-vente et que nos produits sont dans les supermarchés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas vu, et même on est dans un milieu OEM. OEM, ce qui veut dire, c'est pas notre marque. On contribue à la marque de quelqu'un d'autre. Évidemment, on rêve tous de l'Intel Inside. Hein. Intel, c'est également un métier de OEM. Il est caché dans un environnement produit. Et le rêve, c'est ça, c'est devenir Intel Inside. Hein. Mais donc, on n'a pas de prétention de visibilité. D'abord, on a peu de clients. On n'est pas, c'est un B2B. On n'est pas dans un environnement grand public. On n'a pas de besoin d'exprimer notre marque et notre puissance. On est là pour contribuer à un système qui repose beaucoup sur nous, quoi. Donc, on a conscience de cette importance et on n'a pas un besoin de l'exprimer sous pleine lumière. La part des équipementiers aujourd'hui dans un véhicule, c'est quoi ? Elle a augmenté, elle a diminué ? Non, elle augmente. Je dis souvent 80%, mais sans vouloir avec ces personnes, ça va bien au-delà maintenant, de plus en plus. Hein. Et c'est une évolution naturelle qui n'est pas,
qui n'est pas quelque chose de brutal ni de menaçant. On est liés les uns aux autres. Si on dit que les constructeurs sont menacés et que les équipementiers ont des opportunités de tirer leur épingle du jeu, non, on est dans le même système, on travaille ensemble. La logique du win-win qui nous a longtemps fait sourire, en fait, devient quand même une réalité. On dépend les uns des autres. On n'a pas énormément de clients. Quand je regarde les portefeuilles clients des équipementiers, petits ou grands, ceux des plus grands, il y a 10 cases ou 12 cases. Il n'y en a pas 1200, il y en a 10. Donc, il y a peu de clients mondiaux et nos clients sont de plus en plus mondiaux. Donc, chaque client a une importance capitale. Donc, on ne peut pas négliger cet aspect de la relation. Et je dirais que c'est la même chose des constructeurs vis-à-vis de nous. Ils ont absolument besoin de nous. C'est quelque chose qui n'est pas menaçant, mais qui est compris. Et puis, quand même, le constructeur a toujours le fin mot de l'affaire, c'est lui qui décide. Donc nous, on propose des technologies d'innovation, des technologies de fabrication, des technologies de développement. On est sélectionné, c'est le client qui nous sélectionne. Il nous choisit pour nos technologies. Il garde quand même le dernier mot sur l'affaire, quoi. Laurent Millot. Vous êtes bien plus que des sous-traitants, parce qu'en fait, vous êtes une boîte à idées. Oui. Vous êtes des agitateurs quelque part et vous co-développez des innovations. C'est ça. On n'est pas des sous-traitants. Les équipementiers dans un ne sont plus des sous-traitants. C'est ce que je disais tout à l'heure. On l'a été. Et donc, le fait qu'on ne le soit plus suffit à notre gloire. On n'en demande pas plus. On est satisfait de cet état-là. On est des partenaires maintenant, de manière claire. Est-ce qu'avant, on a l'impression que c'était les constructeurs qui mettaient la pression sur les équipementiers. Est-ce que le rapport de force est inversé ? Alors, j'entends souvent ça. C'est une idée très agréable à entendre. Il y a des équipementiers plus gros que des constructeurs, quand même. Oui, non, j'entends tout cela, mais je connais bien mes camarades, y compris les plus gros. Ça se passe pas comme ça quand même. Comme je vous le disais, il y a peu de clients, il y a quand même pas mal d'équipementiers. Donc, on est dans un jeu de concurrence ouverte. Donc, on n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Enfin, ça m'amuse de penser cela, que l'on soit menaçant vis-à-vis des constructeurs. Certains me le disent même, qu'on le devient. En réalité, moi, je sais très bien la réalité de tous les jours. Les directions achats des constructeurs sont quand même des organes qui détiennent une énorme puissance. Mais le rapport de force a beaucoup évolué quand même. Oui. Il évolue plus vers l'équilibre, voilà. Donc, mais pas, ça verse pas, certainement pas. D'être force de proposition, vous pouvez orienter le marché de l'automobile. On peut, oui. Je pense par exemple, là, on est en train de sortir du diesel. Oui. Quand on écoute les équipementiers, tous nous disent voilà, l'hybride 48 volts, l'hybride léger, c'est l'avenir. Le remplacement du diesel, ça passe par ça. C'est une proposition des équipementiers, parce que on a des constructeurs qui étaient bien accrochés à la technologie du diesel et qui voulaient la garder. Oui, mais oui et non, parce que comme je le disais, les grands équipementiers sont les équipementiers de beaucoup de constructeurs. Il n'y en a pas infiniment, donc c'est pas... Bon. Mais on a une bonne vision, effectivement, de l'évolution des technologies. Donc oui, d'une certaine manière, on est un vecteur de conseil, puisqu'on a une vision, je dirais, planétaire et universelle de l'équipement automobile. Si on est gros, c'est qu'on a les 8 clients clés dans le monde. Voilà. Donc on a une vision planétaire, à la fois régionale, technologique et cliente. Donc on a une bonne vision et on peut être écouté, mais encore une fois, c'est pas nous qui décidons. J'ai presque envie de dire, c'est le marché qui décide. Comme toujours, d'ailleurs, dans tous les marchés, c'est le marché qui décide. Et celui qui comprend le premier où va le marché, c'est lui qui paraît décider, mais simplement parce qu'il suit une tendance de marché qu'il a compris le premier. Est-ce qu'il y a des petits chez vous, des TPE, oui, par exemple, sur quel créneau sur toutes sortes. Il y a énormément de technologies, je dirais, sur même des équipements qui paraissent simples. Il y a que ce soit des fixations, il y a énormément de technologies, parce que, comme vous l'imaginez, chaque élément dans un véhicule est proche d'un contexte de sécurité, d'un contexte sécuritaire, doit tenir des normes de vibration, température complètement infernales, et tout ça a des volumes grand public. On est au croisement d'un métier professionnel, comme le médical ou l'aéronautique, mais alors pour le coup avec des volumes grand public. Donc l'intersection de ces deux mondes génère des contraintes extraordinaires. Donc quel que soit le produit, aussi simple soit-il, en fait il est très compliqué. Que représente la production en France ? Est-ce que c'est de plus en plus international sur les marchés où on vend, ou en France ça reste encore présent ? Alors la production en France s'améliore. Donc ce sont de bonnes nouvelles. On voit les chiffres qui s'améliorent, qui sont
guidé par les propres évolutions des constructeurs, puisque on est assez lié par des relations de proximité entre les équipementiers et les constructeurs. Donc lorsque les constructeurs augmentent leurs chiffres, on les augmente de la même manière à peu près. Donc les chiffres sont plutôt en croissance sur ces dernières années. Je dirais même que le début de l'année n'est pas mauvais. Donc on a l'impression que la tendance continue. On n'est pas dans une, comment dirais-je, une période... qui pourrait basculer, c'est pas le cas, on est plutôt confiant. Ce qu'on observe, c'est que pour la France, alors moi, mon périmètre, c'est la France, hein, depuis que je suis à la FIEF, ce périmètre est la France. Pour moi, la France, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'appréhension de ce marché. La France a perdu beaucoup de volume sur les 10 dernières années. Donc, de quel ordre c'est de l'ordre de 40 à 50%. Donc c'est considérable. C'est-à-dire ce qu'on fabrique en France. Oui, voilà. Oui. Sur le territoire français. Et ce qui a poussé les équipementiers français, justement, à chercher des volumes hors de France, ne serait-ce que pour assurer leur survie. Et la FIEF, d'ailleurs, a joué un rôle capital dans l'accompagnement de ces déploiements à l'international. Est-ce que c'est une bonne chose? On a quand même un certain nombre de conflits sociaux. Il y a notamment celui de GMS en ce moment, qui est un conflit social qui a l'air assez dur à la souterraine. Je crois qu'il y a eu Molex. Il y a eu un certain nombre. On a l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes industriels, vous le confirmez. Est-ce qu'on peut remonter la pente ou est-ce que finalement la France doit tirer un trait sur ce genre d'activité? Surtout pas. Alors là, franchement, pour moi, c'est un sujet central. C'est un sujet qui dépasse l'automobile, d'ailleurs, de réindustrialisation. C'est vrai que la France, sur son industrie, a franchement décroché, quoi. Donc c'est un drame. Oui, vous parlez de cette situation qui est terrible, mais qui est simplement une suite d'un mouvement qui a frappé la France. C'est pas le cas chez nos amis allemands qui ont beaucoup mieux joué la partie industrielle. Mais justement, Jean-Luc parlait du diesel. Quand Bosch menace de fermer une usine, je crois que c'est à Rodez, si le diesel bascule vers l'essence, est-ce que vous pouvez peser ? Je pense qu'on peut, oui. D'ailleurs, on le fait. On est acteur avec les pouvoirs publics. C'est un sujet que l'on prend. Alors, au sein de la FIEV, on discute avec la DGE sur ces sujets-là, justement pour informer des conséquences de ce changement. Vous voyez, nous, équipementiers, on n'est pas hostiles aux transitions énergétiques. Loin de là, au contraire. Je dirais même que ce sont des facteurs qui nous favorisent. Alors, il y a une question d'actualité, justement, parce que Delphi, qui est un gros équipementier, met en vente sa partie moteur, alors que c'était un produit diesel, quand même, au niveau des injecteurs, pour se recentrer sur la voiture connectée et la voiture autonome. C'est quand même un message fort. Oui, c'est vrai. On voit ce genre de situation, c'est assez classique, quand il y a des transitions produits qui s'annoncent. Donc ceux qui ont une surface très forte sur un produit exposé qui est censé disparaître, un produit ne disparaît pas du jour au lendemain, on est dans une situation décrite par le BCG, qui est bien connu, de cash cow. Donc quand on est en position de cash cow, c'est une position très agréable. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs se désengagent. C'est le cas de Delphi, pour investir dans d'autres technologies. D'autres qui ont une position forte choisissent de garder cette position forte, qui se renforce d'ailleurs par la disparition de leurs concurrents, et on est en phase cash cow. Donc c'est vrai que c'est une voie sans issue, mais le temps que cette fin de route arrive, voilà, c'est quand même... Il y a des financiers qui adorent les situations de cash cow. Ça peut être quelque chose de très intéressant quand on est capable de jouer cette carte-là. Donc Bosch a raison pour l'instant de garder son activité. Oui, voilà, c'est ça. Donc chacun a sa stratégie selon sa présence dans le domaine et selon sa capacité d'investissement. Parce que tout ça est lié à des investissements. Quand on veut faire un bond technologique, il faut investir dans d'autres domaines. Alors est-ce qu'on le fait grâce à une surface de cash cow par des investissements provenant des situations de cash cow, ou alors si on n'est pas en situation de cash cow, il faut vendre des activités et se précipiter avec ce retour sur la vente dans l'investissement sur les nouvelles technologies. Chacun est obligé de se positionner et d'anticiper au mieux ces ruptures technologiques. C'est très classique. Vous savez, le pire, c'est pour terminer là-dessus, le pire, c'est le cas de Polaroid ou de Kodak par rapport à Canon. Voilà, quand on ne bouge pas, on disparaît, quoi. C'est la menace à terme. Et c'est vrai pour toute industrie. Et en termes d'équipementier, vous savez combien ça fait vivre de gens, le diesel, en France ? Équipementier, je n'ai pas le chiffre, mais c'est exactement ce que la DGE nous demande et on travaille sur ce sujet. C'est considérable, c'est quelque chose de très important. Des milliers de gens. Oui, des milliers de gens, oui, certainement. Le chiffre n'est pas encore public, mais il va l'être dès qu'on aura terminé notre étude. Et c'est très important. La France joue, est très fort
très forte dans le diesel, donc c'est tout à fait logique. Hein. Vous êtes d'accord avec les syndicats de PSA qui avaient tiré la sonnette d'alarme en disant si on arrête le diesel, c'est des milliers d'emplois sur le carreau? Absolument, oui, absolument. Oui. Encore une fois, le problème du diesel, on le comprend bien. On n'est pas du tout hostile aux transitions énergétiques. Simplement, on dit, c'est la voie de la raison, il faut le faire sous 2 conditions, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, parce que dans ce cas-là, on tue la technologie, on ne résout rien, on crée un vide, on crée un trou qu'il faut gérer par la suite. Ça pose les problèmes que l'on évoque. Ou alors, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, il faut que tout le monde aille au même rythme, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Parce que si nous, Français, on nous retire ce marché alors qu'on est parmi les meilleurs au monde dans ce domaine, nos concurrents vont prendre les places, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc voilà, les 2 choses. On demande à ce que le régulateur adopte une neutralité, qu'il ait des exigences sur une transition énergétique et une convergence vertueuse sur les problèmes de pollution. On est complètement d'accord. Attention au rythme, il faut qu'il soit tenable par la technologie. Sans ça, on crée un trou, un vide. Et deuxièmement, au même rythme que tout le monde. Voilà. À l'inverse, l'électrique crée des emplois ou pas? C'est toujours pareil, c'est un principe bien connu, c'est les innovations, lorsqu'elles fonctionnent, lorsqu'elles sont vraiment solides, elles commencent par détruire le produit, enfin les espaces qu'elles occupaient précédemment par les anciennes technologies, et ensuite elles produisent en général plus d'emplois. Là, les batteries sont, je parle sous le contrôle de mes camarades, ne sont pas françaises. Alors voilà, exactement, attention à ça. Donc ça, on a signalé le point. On avait pourtant un des fleurons, avec Saft, un des fleurons mondiaux en termes d'ingénierie pour les batteries de haute technologie. Et là, c'est l'industrie automobile qui n'a pas suivi. Oui, tout à fait. Voilà. Là, on peut dire qu'on a une faiblesse qui est identifiée. On a averti le pouvoir public sur ce problème, et il y a des choses à faire, des choses à organiser on n'est pas complètement démunis, il y a des possibilités, mais ça prendra du temps. Encore une fois, c'est ce que je parlais, l'accompagnement des transitions technologiques, on n'est pas contre, il faut le faire avec raison. Alors, selon que l'on soit gros ou petit, il y a une priorité qui est la même pour tout le monde, c'est le digital, c'est ce passage au numérique, parce qu'il y a l'usine du futur, il y a quand même la nécessité d'investir dans les nouvelles technologies. Comment fait la FIEF pour justement, j'allais dire, évangéliser des profils très différents? Oui, alors ça c'est un sujet très important. La FIEF a depuis toujours, travaillé sur l'amélioration de la compétitivité de la filière. C'est une demande de ce marché, ça fait partie de notre business model. On doit concéder des productivités à nos clients, ça fait partie du business model, on l'accepte. Et donc la FIEV a été un acteur fort sur l'accompagnement des équipementiers rang 1 et N dans l'amélioration de la compétitivité. On a construit des dispositifs de formation, d'audit, on est allé sur site, etc. On a construit tout ce dispositif. Ce dispositif existe toujours, il est repris par la PFA, la plateforme automobile, et très important. On est effectivement dans une phase un petit peu asymptotique. On n'arrive plus à tirer par le lean, qui était cette amélioration de la compétitivité, autant de gains de compétitivité, de productivité. Parce que tout le monde arrive à faire du lean plutôt bien. Donc cette voie-là, ça sèche un peu parce qu'on tend vers l'excellence de plus en plus. Mais est-ce qu'un petit Alors l'industrie du futur est la solution. Justement l'importance stratégique autant de tout il comprend. Autant il comprend le lean, parce que c'est quelque chose qui est accessible, c'est l'amélioration de quelque chose qu'il comprend bien, autant l'industrie 4.0 est quelque chose d'assez mystérieux pour lui. Donc il ne voit pas directement le gain. Donc là, il y a franchement un problème de formation à la base, expliquer ce que ça va lui apporter. Ça n'a rien d'évident. Un ensemble de capteurs ou de dispositifs de fabrication additive, c'est quelque chose de mystérieux. Il ne voit pas comment le mettre dans son processus pour tirer 10 à 20% de productivité. D'ailleurs, personne ne peut le dire si ce n'est à la suite d'une étude très ciblée sur son processus. C'est même pas quelque chose de transposable à d'autres processus. C'est le sien qu'il faut auditer, sur lequel on peut améliorer une productivité de 10 à 20%. Donc c'est beaucoup plus compliqué sur les petites structures. Les grands, encore une fois, ils ont les moyens d'investiguer, de faire ces études, avec des grands cabinets de consulting. Tout ça tourne aujourd'hui, tout le monde est convaincu, les constructeurs le sont, les grands équipementiers le sont, mais les plus petits, ils ne comprennent même pas le sujet. Donc c'est là où une fédération comme la FIEV, alors c'est un sujet qui est pris également par la PFA, il faut absolument qu'au travers d'une formation spécifique qui vise les équipes de direction de ces entreprises plus petites, on leur explique le gain potentiel. On leur explique ce que je viens de dire, la fin de la productivité ou la diminution des gains de productivité par le lean,
et un nouvel espace de productivité. Et là, il faut qu'ils le comprennent. Donc là, il y a un travail d'explication, d'évangélisation à faire. Michel Normand. Dans quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que la FIEV attend des pouvoirs publics? En clair, quelques mesures qui sont suggérées aux pouvoirs publics? Alors, la FIEV est intégrée au GFI, au groupement des fédérations de l'industrie, et le GFI, enfin la FIEV a été très active avec toutes les autres fédérations de l'industrie. Avec le GFI, sur ces sujets-là, nous avons rencontré tous les candidats et nous avons pas parlé politique, on a parlé d'industrie. Voilà, donc on a expliqué, on a travaillé avec chacun des candidats, vraiment tous, sur les sujets qui sont très importants pour l'industrie. Donc on estime que... Il y a un des candidats d'ailleurs qui était ouvrier de l'automobile, qui oui, absolument, était peut-être plus sensible finalement à tout ça. Bon, absolument, voilà, quelqu'un qui connaît l'automobile, effectivement. Est-ce qu'il travaille vraiment? Oui, voilà, c'est pas avec lui que l'on a travaillé ces sujets-là, mais je dirais avec beaucoup d'autres, voilà, ce sont des sujets que l'on a travaillé. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, tous les sujets concernant la fiscalité, la fiscalité en est pour, mais c'est pas en haut du PNL, hein, c'est pas là où il faut la mettre. Il faut la mettre sur les profits qu'on réalise, là on le comprend bien. Il ne faut pas la mettre sur les robots non plus. Enfin, il y a plein de concepts qui pour certains sont évidents, pour d'autres le sont moins, et qui ont nécessité une explication. On a beaucoup parlé également de l'Europe, ça a été vraiment au cœur des débats dans la campagne présidentielle. Ce sont des sujets que l'on a travaillé avec chacun des candidats. Donc voilà, on attend. Alors on a bien compris le programme d'Emmanuel Macron et on souhaite que effectivement les discussions qu'on a eues sur ces sujets-là se traduisent par des réalités. Est-ce que ça passe aussi par la formation? Parce que j'ai vu que dans prochaine équipe auto, vous allez mettre le paquet sur la formation avec même un stand qui s'appelle Tuto équipe auto. Oui, absolument. Alors vous allez faire quoi? Vous allez montrer une nouvelle technologie à l'ensemble de la filière? Ça c'est une innovation que l'on met en place sur équipe auto dans la formule du salon. On guide effectivement les visiteurs sur des sujets pour lesquels ces visiteurs-là cherchent de l'information, cherchent à apprendre un métier, un produit, un dispositif, une méthode de réparation. Donc on a imaginé avec des experts différents types de tutos que l'on met à disposition aux visiteurs. Donc ils sélectionnent le tuto et ils suivent un parcours où ils vont apprendre et comprendre le sujet qu'ils ont sélectionné. Concrètement, c'est quoi par exemple? Par exemple, des nouvelles technologies sur l'électronique, sur le garage digital. Garage digital, voilà, ce genre de choses. La peinture, le composite, etc. Ça permet aux gens d'être guidés sur un sujet. Dans le salon, il y a 1400 exposants, donc c'est un peu compliqué pour chacun de composer son programme. Et là, c'est un guide sur un sujet que l'on veut, comment dirais-je, un petit peu investiguer et avoir une petite formation live. Voilà. Pourquoi Équipe Auto revient-elle ou revient-il à Paris? Alors ça c'est très simple. Lorsque j'ai été élu président de la FIEV en 2015, je n'étais pas président d'Équipe Auto, mais j'étais déjà président de la FIEV. J'ai fait le tour d'Équipe Auto 2015, édition 2015. J'ai rencontré les exposants. Et alors, ça a été l'unanimité. Ils m'ont tous dit... Je leur ai posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour la prochaine édition? C'était une question ouverte. C'était une question ouverte. Voilà, moi, j'ai assisté à cette Équipe Auto en tant qu'observateur. Je n'étais pas le concepteur de ce salon. Et tous m'ont dit, ramenez-nous à Porte de Versailles. Voilà. Ça a été un message. C'est trop loin, Villepinte, c'est trop loin. Oui, c'est trop loin. Voilà, c'est le seul argument. C'est trop loin. L'argument, c'est que, vous voyez, vous allez à Porte de Versailles, non, vous allez à Villepinte, vous avez un rendez-vous à Paris, est-ce que vous retournez à Villepinte après? Donc, c'est un one-shot pour la visite du salon, ce qui n'est jamais très bon. Le retour en région parisienne en sortant de Villepinte, c'est compliqué. Enfin, voilà, tous m'ont dit ça. Moi, les raisons, je ne les analyse pas. Simplement, j'ai très bien compris que je devais travailler sur ce sujet. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Et à ma grande surprise, on m'a écouté. Enfin, les gens qui prennent ce genre de décision, c'est évidemment pas en mon pouvoir, mais j'ai beaucoup insisté et les gens m'ont suivi. Et ça a été réalisé pour l'édition qui a suivi en 2017. J'en suis très très content. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tentation ou une opportunité pour Équipe Auto de devenir un salon plus grand public, dans la mesure où vous êtes à Paris, la voiture connectée, la voiture autonome, ça peut donner lieu à des démonstrations relativement spectaculaires. Est-ce qu'on peut envisager que, peut-être pas du jour au lendemain, mais progressivement, vous ouvriez à un public qui ne soit pas un public de professionnels?
Tout est possible. Il ne faut rien exclure. Les salons, c'est un exercice difficile. Hein. C'est un business. D'ailleurs, c'est très intéressant à ce titre. Hein. Il y a un chiffre d'affaires, il y a un marketing, il y a des clients, il y a un résultat. Donc c'est un vrai business. Hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et de compliqué. Avec la révolution numérique, avec Internet, avec toutes les informations que l'on peut obtenir par tous les bouts. Tenir un salon devient quelque chose de plus en plus difficile et chaque salon doit absolument s'adapter à son environnement. Donc c'est quelque chose qui nécessite une adaptation permanente à son marché. Pour rebondir sur... Alors est-ce que dans l'adaptation il y a l'ouverture au grand public? Pourquoi pas? On peut imaginer des thèmes comme le tuning ou je ne sais quoi. On peut imaginer plein de choses. Moi, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Hein. Mon sujet aujourd'hui, c'est les exposants fidèles sont principalement l'aval de la filière, donc la réparation et la prévente. Et mon rôle, c'est, au travers du changement de lieu, attirer le haut de filière qui est déserté. Par exemple, les startups qui vont jouer un rôle très prépondérant dans le futur. Alors, pour moi, un salon de filière comme Equipoto ne peut être réussi que si tous les acteurs de la filière sont là. Les constructeurs, les grands équipementiers, les distributeurs. Il vous manque personne. Là, pour le moment, pour la première fois, on a tout le monde. Là, Vous pouvez d'ailleurs être heureux d'avoir PSA qui va pas à Francfort, c'est quand même... Oui, non, c'est très important. Voilà, on a des constructeurs. PSA a une stratégie sur la prévente très marquée au niveau des produits et des services, et donc a jugé effectivement que Equipoto, en tout cas cette édition de 2017, était le bon environnement. Est-ce que la tentation, c'est pas d'intégrer ou de faire un peu comme Las Vegas ? Est-ce qu'on va pas, pour rebondir sur ce que disait Jean-Michel, sur de plus en plus de high-tech et de nouvelles technologies, est-ce que la tendance va pas sur ce type de salon ? Alors moi, c'est ce que je souhaite. Hein. Quand on est dans un environnement aussi mouvant, aussi en rupture sur la technologie, je pense qu'un salon B2B a comme première mission de parler de cette technologie. On n'est pas là pour vendre des voitures. Hein. On s'adresse à un public de professionnels. Il faut absolument parler technologie, hein, donc c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Est-ce que c'est sous la formule du CES? J'en serais personnellement ravi. Bon, le CES, attention, c'est tout marché, hein, c'est pas que l'automobile. Alors effectivement, l'automobile a pris une part importante à la dernière édition. Pourquoi? Parce que c'est un produit consumer, l'automobile, et qui est tellement construit de technologie qu'il a émergé. Si vous voulez, ce qui est sorti au salon de Las Vegas, c'est une intelligence artificielle. Elle peut se mettre dans des aspirateurs comme dans des voitures. La mise en scène dans des voitures est bien plus spectaculaire, bien plus intéressante. Et donc c'est vrai que cette année, à Las Vegas, on a vu le produit automobile qui sortait un peu du lot. Quoi. Alors, à Equipoto, il y aura quand même ce démonstrateur Absolument, des véhicules autonomes qui vont communiquer avec des équipements routiers. Oui, et ça, c'est une première. Oui, c'est une première. Ça n'avait jamais été fait. Les constructeurs et les équipementiers, quand ils font des véhicules autonomes, ce sont des véhicules qui marchent. Et vous allez installer ça où, Porte de Versailles? Alors, on a le hall 2.1, qui est le plus grand hall. Donc, le premier niveau... D'habitude, on ne l'utilise pas. Là, il va être utilisé donc, en circuit fermé. C'est un très grand hall pour mettre en scène, effectivement, une route... la route du futur, quoi, avec la signalétique. C'est ça, voilà, une signalétique. 200 mètres de route, je crois. C'est ça, 200 mètres qui aura trois typologies. Une typologie de campagne, une typologie urbaine et une typologie de route en travaux. Voilà. Ça, c'est déjà au CES de Las Vegas. C'est ce qui sera Equipoto. Ça sera Equipoto, mais... À Las Vegas, je ne l'ai pas vu. Non, ça n'y était pas. Moi, j'ai eu un circuit presque miniature avec une petite voiture autonome qui était longue comme ça et et c'était relativement... Là, ça sera des vrais. Hein. C'était tout à fait spectaculaire. Oui, ça, voilà. C'est son train électrique, en fait. Voilà, exactement. Moi, j'ai rencontré le CER, le syndicat des équipements de la route, et ils m'ont fait cette demande. Ils m'ont dit, on a besoin de travailler avec les constructeurs, avec les équipementiers, sur les véhicules autonomes. Nous, on fait les dispositifs de la route, eux font les voitures, on ne se parle pas, ça ne va pas. Donc moi, comme j'avais en projet de positionner le salon sur la technologie, j'ai pensé immédiatement qu'il y avait effectivement un fit qu'il fallait réaliser. Et j'ai pensé qu'Equipoto était le bon endroit pour cela. C'est démonstratif et en même temps utile. Ça permet à ces gens-là de se parler, de discuter et de travailler ensemble. Vous n'êtes pas en train de tirer un peu le tapis sous les pieds du mondial de l'automobile? Alors, c'est un salon B2C. C'est pas le même objet. C'est-à-dire que c'est le même sujet, mais pas le même angle. Donc, on parle de voitures, hein, dans les deux cas. Nous, on le voit sous un angle professionnel. Eux le voient sous un angle grand public. Donc, on peut imaginer des thèmes
les mêmes. Simplement, il ne faut pas oublier qu'on les verra sous un angle différent. On peut imaginer un démonstrateur de véhicules autonomes, une route du futur, mais il faut le voir sous l'angle... C'est peut-être plus excitant pour le public de voir une voiture autonome tourner sur une route de 200 mètres que de voir une voiture statique. Hein. Mais je suis assez d'accord. D'ailleurs, la FIEV est organisatrice du mondial. Hein. On est partenaire avec le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles. On travaille ensemble. Et de plus en plus, on réfléchit à des animations... pas communes, mais sur les mêmes thèmes, parce que c'est vrai, ce sont les mêmes thèmes. Encore une fois, l'angle est différent. C'est un angle grand public par rapport à un angle professionnel, mais les thèmes sont les mêmes. Je suis assez d'accord. J'aimerais donner une anecdote, parce qu'à Equipoto, il y a aussi des innovations qui peuvent être primées ou non, mais qui trouvent après un succès dans le public. Et moi, à Equipoto, j'ai découvert donc XI, qui est un boîtier qui rend la voiture connectée. C'est une PME, la région de Lille, hein, qui a créé ça il y a quelques années. En 2015, ça avait été présenté, même l'année d'avant, je crois, c'était en 2013 qu'il est présenté à Equipoto. Cette société vient de faire une levée de fonds de 12 millions d'euros. Oui. Il s'installe en Europe, il vise ensuite le reste du monde. C'est quand même un message que l'innovation en France peut aussi se concrétiser. Mais avec Christian Peugeot, président du CCFA, et Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, on a rencontré Gary Shapiro, le patron du CES, et c'est la première chose qu'il nous a dit. En France, vous avez une dynamique d'innovation extraordinaire. C'était quelque chose qu'il avait remarqué, observé, et qu'il appréciait. Au niveau des startups, de la technologie, il nous a dit qu'on était même la 3e délégation à son CES, hein, après les Américains, ce qui est un peu normal, et les Chinois. Donc après, ce sont les Français. Donc c'est quelque chose qui... Donc beaucoup dans l'automobile. Et donc beaucoup dans l'automobile. Ouais, donc on est quand même... C'est vrai, on a une force de frappe très importante. Et pour revenir à votre point, pour moi, c'est exactement ça qu'on doit faire. On doit décerner des prix aux plus méritants pour les mettre en valeur, et eux doivent signer des contrats dans un environnement business. Un salon, c'est un lieu de rencontre où on vient pour se rencontrer et faire du business. Alors justement, les prix de l'innovation, c'est un petit peu l'événement phare pendant Equipoto. Oui, donc ça va changer cette année? Alors on avait les prix de l'innovation. Là, simplement, parce qu'un salon, ça doit être aussi un environnement convivial. Hein. La profession se retrouve dans un environnement qui doit être convivial. Donc l'idée, ça n'est plus de remettre les prix un petit peu à la volée, mais dans un cadre plus convivial. On organise pour la première fois un gala. Vous avez invité la maire de Paris? On serait ravis de... La maire de Villepinte n'est pas disponible. Et au cours de ce gala, on remettra les prix de l'innovation. Donc on continue à faire évidemment l'opération des prix de l'innovation. Pour nous, c'est très important. Mais on le met en scène. Voilà, c'est ça, et plus convivial. Est-ce que vous gagnez de l'argent à Equipoto? Oui. Vous parliez business. Oui, c'est ce à quoi je faisais référence. Oui. Hein, c'est un business. Et donc, les objectifs, parce que vous en avez? Oui, bien sûr. Donc, j'ai vu 100 000 visiteurs? Oui, 100 000 visiteurs. Actuellement, on est à combien? 95 000. Oui. Donc, c'est un chiffre. Jouable. Pour un salon professionnel, je pense que c'est... Combien d'exposants? 1400. 1400. Oui. Et les grandes années où on avait l'impression que le salon n'en finissait pas avec des halls, il y avait combien d'exposants? C'était le double. C'était le double. Donc le salon a perdu en surface, et je pense que ces bouleversements technologiques sont pour nous vraiment une opportunité de remettre le salon sur une dynamique de croissance. Et qu'est-ce qui explique ce déclin relatif alors? Parce que finalement, effectivement, il y a des innovations, il y a de la nouveauté. Je pense que le salon a gardé la même formule, c'est-à-dire n'a pas justement suivi cette évolution des marchés qui sont de plus en plus forts. D'autres salons internationaux comme Automechanica... et les salons régionaux, parce qu'il y a les distributeurs qui font leur propre salon aussi. Il y a ce point-là aussi, qui est un vrai sujet. J'ai eu beaucoup de discussions avec les distributeurs qui me disaient cela, et même certains ne venaient plus à Equipoto. Donc vous voyez, ils reviennent cette année, et on a, comment dirais-je, en projet de travailler beaucoup mieux au niveau de la formule régionale et de la formule nationale d'Equipoto. Pour l'innovation, on voit par exemple cette année, l'année dernière, que Valeo a déposé plus de brevets que PSA, c'est historique. Vous pensez qu'on va continuer à aller sur cette tendance? L'innovation, oui, c'est clé. Donc, est-ce que les équipementiers dépasseront les constructeurs en termes d'innovation? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que notre rôle, c'est de proposer. Donc, je ne suis pas surpris que nos adhérents augmentent leur capacité en R&D et donc, conséquemment, augmentent le nombre de brevets. C'est vraiment, en ce moment, la démarche à suivre. Donc, c'est une voie logique.
Bon, in fine, ça a fini dans les voitures. Donc, on répond à la demande de ce marché, la demande des constructeurs d'être force de proposition. On dépose des brevets tout azimut, évidemment dans l'esprit de cibler les bons produits, les bonnes innovations. Donc, que le nombre aille croissant est un signe, oui. L'effort de R&D dans la filière automobile est considérable. Hein. Je crois que le dernier chiffre était de 6 milliards dépensés par an. C'est l'une des filières les plus fortes dans l'innovation. Donc oui, et en France, avec les dispositifs qui ont été mis en place, comme le CIR, qui sont très bénéfiques à notre industrie, à cet aspect de notre industrie, oui, on est bien positionné et on compte continuer. Le crédit impôt recherche, vous êtes pour son maintien? Ah oui, absolument. Oui, c'est très contributif. On a l'inventivité, il faut surtout pas lâcher là-dessus. Hein. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Exactement. Ouais, Un mot quand même, parce que le garagiste, il faut quand même penser à lui, parce que là, on parle de la filière, les équipementiers, les sociétés qui sont présentes, qui offrent des solutions, mais au fin du fin quand même, le garagiste de la Creuse, le garage digital, c'est peut-être pas quelque chose qui lui parle spontanément. Non, justement, donc on va lui montrer à quoi ça ressemble. Donc, il est en partie en numérique pour l'instant, enfin pour les diagnostics, des choses comme ça, quand même. De plus en plus. Quand même, oui, de plus en plus. Oui. Donc avec toute la problématique du bon diagnostic, hein, et des équipements et du niveau de formation qu'il faut avoir. On sait que dans cette filière, par la numérisation de notre économie, 80% des métiers vont changer sur les 20 à 30 prochaines années. Et le niveau monte. Et les niveaux montent, exactement, avec un changement de niveau. Donc c'est un sujet central. Hein. La formation, par exemple, est un sujet central pour les fédérations telles que la FIEV. Et à l'inverse, il y a des tendances qui sont à l'opposé de la numérisation. Par exemple, les véhicules classiques de collection. C'est un collectionneur qui vous parle, c'est pour ça. Quelque chose qui se développe, quelque chose que vous prenez en compte aussi. Oui, parce que là, il y a des métiers qui se perdent pour le coup. Il y a des savoir-faire qui se perdent. Il y a plein de choses qui se perdent. Ah ben là, je dirais même qu'il y a un aspect artistique très fort hein, sur les... Vous présentez Equipoto Alors, ça ne l'était pas, mais j'ai en projet cette année de présenter un espace, effectivement, voiture de collection et surtout la réparation tellement particulière de ces véhicules de collection. Donc vous êtes à la fois Rétromobile, le mondial et Equipoto, c'est ça. Ne disons pas cela, parce que Rétromobile est un autre salon. Donc on va... LCS, donc voilà, c'est pas que l'on tire tout azimut, hein, mais effectivement, nous on est dans l'après-vente, et dans l'après-vente, il y a le phénomène de restauration des véhicules anciens, et oui, c'est un sujet qui est légitimement proche d'Equipoto. Voilà. Il y a des exposants chinois qui seront présents. Oui, est-ce qu'il y en a de plus en plus ou... Oh, il y en Est-ce que ça reste stable oui, c'est plutôt stable. Oui. Si, les Chinois sont toujours... Ils viennent avec des appareils photo ou ils viennent vraiment proposer Ils viennent déjà avec ça des sent stands. le riz, en général, à la fin d'Equipoto. Ils viennent avec des stands. Hein, et ils étaient même dans un pavillon où il n'y avait que des Chinois. Donc ils sont représentés en masse, hein, c'est très important. Là, comme on change de lieu, ça nous a permis de rebattre les cartes. Et donc ils ne sont plus dans un seul pavillon, ils sont un petit peu... Dans le 13e, c'est ça Et dans la grande bataille de la dépollution, comment est-ce que vous vivez les mises en cause de PSA, de Renault, après Volkswagen Honnêtement, pas très bien, hein, parce que c'est un mauvais procès, et je pense que on abîme notre industrie. Il n'y a pas de mauvaise volonté des industriels, encore une fois, sur la transition énergétique. On est conscient, on est acteur. Et comme je le disais, aller plus vite que la technologie, c'est créer une rupture et donc un trou. Hein. C'est pas quelque chose c'est pas une bonne gestion. Donc on alerte les pouvoirs publics en permanence là-dessus. Et là, ils sont accusés de tricher. Oui, ça, alors moi je suis pas au courant, évidemment, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce que là, c'est un autre domaine. Bon, nous, comme tout industriel responsable, nous sommes anti-tricherie. Hein. On est là pour respecter les règles. Sans ça, s'il n'y a plus de règles, c'est le bazar. Donc c'est des équipementiers qui ont été un peu et qui sont un peu inquiétés dans l'affaire Volkswagen, quand même. Oui, mais là, si vous voulez, ce sont des dossiers très spécifiques. Moi, qu'on citera pas. Moi, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas dans le secret des instructions. Là, s'il y a des fraudes, personne ne peut admettre, évidemment, des fraudes. Moi, je ne parle pas des fraudes. Je parle de la transition énergétique. Quand la transition est trop rapide, eh bien, la norme devient floue, vous voyez, parce que la transition n'est pas gérable. Et c'est pas une bonne chose. C'est le régulateur avec les industriels qui doit trouver le bon rythme. Et ce rythme n'est pas évident. Hein, voilà. Faut pas aller trop lentement. On en est bien conscient. Aller trop vite, c'est pas une bonne chose non plus. On a l'impression que sur la voiture autonome, c'est le même problème, entre guillemets, parce que pour l'instant, rien n'est résolu. Oui, qui là, sera il y a une petite différence. qui... Oui, mais il y a une petite différence qui est sympathique, qui n'est pas obligatoirement
de meilleur augure d'ailleurs, hein, vous avez raison de soulever le point, mais là le régulateur est super optimiste pour le coup. Et c'est Trop optimiste. Oui, c'est mondial. oui. Pourquoi? Parce que, et on le comprend, le véhicule autonome est bien plus sérieux qu'un conducteur qui a tendance à se fatiguer, à trop boire, à ne pas respecter les règles, à s'énerver. Voilà. Donc l'automate, lui, est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus, comment dirais-je, respectueux des lois dans la mesure où elles lui sont programmées. Donc le régulateur est attiré par ce concept et a envie pas de brûler les étapes, je ne vais pas aller jusque-là, mais d'aller quand même assez vite. Le marché a envie aussi d'aller vite. Le full autonome, c'est pas dans l'immédiat, mais avant d'arriver à cette étape, vous le mettez à quelle date, vous, le full autonome? On parle de 2025, gentiment. Parce que ça change en permanence. Hein. Oui, voilà, parce que c'est une visibilité qui n'est pas très claire. Est-ce que déjà les équipementiers français travaillent avec Tesla, avec des nouveaux entrants? Ne serait-ce que Google qui fait des tests. Oui. Et vous êtes, donc sur la législation, vous êtes bien avancé? Vous êtes à quel... Vous en êtes où? La législation. Alors, moi, la vision que j'ai de la législation, c'est qu'elle est beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit. Hein. Elle est beaucoup moins contraignante. Alors, on le découvre, alors c'est pas un secret, hein, on le découvre, hein, quand Tesla a un accident un peu catastrophique, on s'aperçoit qu'il est bien dans la législation. Pourquoi? Parce qu'on interprète la législation sous le bon angle. Vous voyez, une législation, on l'interprète, si l'on est optimiste sous le bon angle, ou pessimiste sous le mauvais angle. Hein. Dans le cas du diesel, on l'interprète sous le mauvais angle. Dans le cas du véhicule autonome, on va être clément. Donc, en fait, Tesla avait raison d'avoir son autopilote et qui est bien en ligne avec la Convention de Vienne. Alors que la Convention de Vienne dit un peu le contraire. Donc là, le régulateur est plutôt incitatif. C'est une opportunité pour nous. Mais en fait, c'est le même problème. Il ne faut pas aller plus vite que la technologie le permet. Parce qu'on va créer, encore une fois, un problème, une rupture, il y a donc un vide. Mais alors, quand Volvo promet 0 mort dans quelques années, dans ses voitures... Même, hein, dans ses voitures. Ans, hein. Dans ses voitures, oui, mais dans 3 ans, c'est ça? De dernière génération. 2 ans. Prend un risque, 2 ans. Bon, alors, sur ce plan-là, d'énormes progrès ont déjà été réalisés. Alors, effectivement, si on introduit là où c'est possible de l'automate, les chiffres vont s'améliorer. On pourrait même, idéalement, aller plus vite, d'ailleurs. Il y a quand même une période de transition entre l'automate et puis c'est ce que nous enseignent les problèmes de Tesla. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, mais aussi on peut mal faire ces mêmes choses. C'est ce que je dis. N'allons pas trop vite. Ou donner trop de confiance à l'usager. C'est ça. Mais il y a de la place pour beaucoup d'améliorations. C'est ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite. Avant d'arriver au full autonome, il y a énormément de fonctions très sympathiques et qui vont apporter effectivement de l'amélioration sur le plan de l'accidentologie. Je pense qu'on va les voir arriver peut-être même plus vite qu'on ne s'y attend. Hein. Les constructeurs qui ont besoin toujours de se différencier, d'innover et d'être les premiers vont pousser pas les brèches, mais dans les ouvertures que le régulateur va proposer, des produits. Ça va arriver assez vite. Tout le monde s'y prépare. Tout à l'heure, une question a été posée sur ce que vous attendez du nouveau gouvernement. Une anecdote, parce qu'en fait, il y a longtemps qu'un ministre n'est pas venu sur Equipauto. Oui, c'est vrai. Vous espérez en avoir un ou plusieurs cette année? Alors, peut-être qu'ils trouveront plus facilement le chemin de la porte de Versailles que celui de Villepinte. Mais surtout... Ils brûleront moins de feux rouges, c'est ça? Bon, c'est pas un problème pour eux, je pense. Mais en tout cas, je pense que le contrat de filière qui a été défini par la Fédération des salons, Renaud Hamed, le président de Comexposium, a fait un travail là-dessus, sous la demande d'ailleurs du ministre de l'Industrie qui s'appelait Emmanuel Macron à l'époque, propose un contrat de filière, et dans ce contrat de filière, il y a deux dispositions qui nous intéressent. D'abord, Equipauto fait partie des salons de filière. Il y a une liste des plus grands salons. Equipauto est intégré à cette liste. Et ça nous donne la possibilité d'avoir le ministre de tutelle qui vient à l'inauguration et l'obligation pour l'organisateur du salon d'organiser une table ronde avec les personnalités de la filière pour faire un état des lieux de la filière avec le ministre. Voilà. Donc cette fois-ci, oui, on y croit un peu. Voilà. Pour conclure, est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces nouvelles technologies qu'on a évoquées là, depuis le début de l'émission vont un peu redorer le blason de l'objet automobile aux yeux des jeunes générations qui s'en éloignent de plus en plus? Oui, je pense que ces technologies sont très très intéressantes. Hein. Alors si on ne les connaît pas, on passe à côté, mais si on rentre un peu dedans, on est happé par cette attraction. Alors c'est encore pour moi l'occasion de parler de l'opération
que nous menons à Equipoto avec la SIA, la Société des ingénieurs automobiles, qui va nous amener à inviter 1 millier d'étudiants ingénieurs des grandes écoles à visiter le salon, le démonstrateur, les startups, le village startup et toutes les innovations en automobile pour les intéresser sur les technologies automobiles. Et en faire peut-être leur futur job. Absolument. Voilà, c'est l'objectif. Merci. Tout change sauf le nom du salon, en fait. Oui, qui est un bon nom d'ailleurs, hein, parce qu'il est multilingue, c'est vraiment l'équipement et l'automobile, donc c'est plutôt un bon nom. Merci Jacques Mauge d'avoir participé à ce Face à la presse. On se donne rendez-vous donc le 17 octobre, porte de Versailles. Absolument. À Paris, pour Equipoto. Merci. Merci beaucoup.